Hop. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire pour l'actualité juridique de la e-santé. Alors, je rappelle les petites bonnes pratiques de visioconférence, mais je pense qu'on a maintenant l'habitude de ces visios. Alors, pour rappel, donc, tout au long de la présentation, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet dédié qui est appelé questions. Il y aura une session de questions-réponses dans laquelle on pourra y répondre. Le replay sera disponible la semaine prochaine sur lessanté.gouv, voilà, ainsi que vous aurez accès au support. Voilà, et Émilie, je te passe la main. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. On se voit aujourd'hui, en tout cas en visio à minima, pour évoquer l'actualité juridique de la e-santé. Forcément, on n'a qu'une heure devant nous, donc j'ai dû faire un choix que j'espère vous ne trouverez pas trop arbitraire. Et donc j'ai fait une sélection finalement des principaux textes, en tout cas des principaux sujets qui me paraissaient structurants pour la réglementation applicable en e-santé. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois. J'ai pris le parti de revenir sur l'année écoulée depuis les dernières JNI. Donc, il y a eu énormément d'événements en lien avec la e-santé de manière générale. Volontairement, j'ai écarté tous les sujets réglementaires et juridiques en lien avec la crise sanitaire du Covid. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup et que ça a mobilisé beaucoup les équipes du ministère. Mais j'ai considéré que c'était pas forcément le cœur de nos sujets, de nos discussions aujourd'hui. En revanche, ça a évidemment eu un impact sur certains textes qui du coup ont été un peu décalés parce que évidemment il y a eu des urgences à traiter dans le cadre de la crise sanitaire. Donc voilà pour l'introduction un peu générale. Donc je propose de vous présenter on va dire trois gros chantiers. Le premier qui concerne tout l'encadrement juridique autour de mon espace santé, autour de l'espace numérique de santé, qui donc se généralisera à compter de début 2022. Ensuite, je reviendrai un petit peu sur l'identité nationale de santé, sur l'INS. Certains d'entre vous connaissent très bien le sujet, donc je ferai une présentation très générale, et puis on pourra y revenir bien sûr au titre des questions. Je ferai un focus important sur le chantier juridique autour de l'identification électronique. Donc ça, c'est un très gros chantier de l'année, à l'issue duquel je ménagerai aussi un temps de questions-réponses. En fait, je vous propose de ménager des questions-réponses à plusieurs moments de mon propos, et non pas tout à la fin. Je pense que ce sera plus vivant. Et dans la dernière partie, qui est un peu plus fourre-tout, j'ai souhaité revenir sur un certain nombre de sujets relativement divers, mais qui sont aussi impactants pour nous tous, en lien notamment avec le partage de notre santé, pour faire court. Voilà pour la présentation générale. En introduction, et ça c'est la slide suivante, du coup, je vous ai proposé quelques frises chronologiques. Voilà, donc avec les textes déjà parus, dont on va reparler, bien sûr. Donc, encore une fois, c'est une sélection, ce n'est pas du tout exhaustif. Et puis la slide d'après, les textes à paraître, donc ceux qui sont encore dans les tuyaux. Alors, pour démarrer sur le fond des sujets, et le premier gros sujet, donc ça c'est la slide suivante,
je vais vous parler de mon espace santé. Donc, alors l'acte de naissance de mon espace santé, c'est le décret qui est paru, le décret du 4 août 2021 qui est paru au JO début août, qui donc vient faire application des dispositions de la loi au TSS qui a créé l'espace numérique de santé pour chaque personne. Donc cet espace numérique de santé, il embarque et il intègre pleinement le DMP, hein, le dossier médical partagé. Il embarque également une messagerie sécurisée côté citoyen qui permet d'échanger avec les professionnels de santé. Il contient également un agenda qui permet à la personne de gérer ses rendez-vous. Et puis, il contient évidemment ce qu'on appelle le catalogue d'applications, c'est-à-dire le référencement de tous les services et outils numériques qui pourront se raccrocher à l'espace numérique de santé, à mon espace santé, et qui pourront éventuellement échanger des données ou partager des données sur le patient. Le décret, du coup, évidemment, fixe le contenu de l'ENS, il définit les modalités de son ouverture et son fonctionnement. Donc, ce qui est très important, évidemment, c'est d'avoir en tête que la création de cet espace numérique de santé va se faire sauf opposition de la personne. Hein. Donc, on inverse le principe préalable du dossier médical partagé qui était l'ouverture d'un DMP sur consentement du patient. Là, on inverse la logique. On ouvre un espace numérique de santé et donc un DMP, sauf opposition. Donc, il y a une campagne, évidemment, de courriers qui vont être adressés, de mails et courriers qui vont être adressés aux personnes pour les informer de cette ouverture et les mettre en mesure, s'ils le souhaitent, évidemment, de s'y opposer. Le décret définit aussi les modalités de référencement des services et outils numériques en santé et il comporte aussi une petite partie qui vient en complément en fait et qui complète la liste des professionnels susceptibles d'être qualifiés comme membres de l'équipe de soins et donc à ce titre potentiellement habilités à partager des données. Alors, diapo suivante. Je ne sais pas s'il y a une latence. Si la latence chez moi, non, c'est bon. Donc, comme je le disais, l'espace numérique de santé va être généralisé, en tout cas l'entrée en vigueur officielle, c'est le 1er janvier 2022, et donc sa généralisation va se faire à compter du 1er janvier, mais on a souhaité développer dans 3 départements pilotes, en fait, lancer déjà un début de mon espace santé. Alors, il n'y a pas forcément toutes les fonctionnalités, mais donc, il y a déjà, je dirais, l'essentiel. Donc, en Loire-Atlantique, Haute-Garonne et Somme, ce sont 3 donc, départements pilotes donc, dans lesquels la phase pilote de mon espace santé a été lancée. Alors, elle n'intègre pas, par exemple, le catalogue d'applications, qui lui n'est pas encore disponible, mais elle intègre les autres fonctionnalités. Et donc, il y a 30 éditeurs qui ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel à candidature et qui participent à ce processus et qui, on va dire, contribuent là à préparer l'arrivée du catalogue d'applications. Alors, on est en train, et je vais y revenir en détail, hein, bien sûr, d'élaborer les textes qui doivent suivre, parce que là, le décret, c'est la première étape, hein, c'est l'acte de naissance de mon espace santé, mais il renvoie un certain nombre de textes d'application, des arrêtés notamment, qui vont définir un certain nombre de points très précis qui seront nécessaires à la mise en œuvre et à la réalisation effective du référencement. Ce qui est très important d'avoir en tête, en termes de grands principes juridiques, c'est que s'agissant du référencement des applications, des outils et services numériques, elles ne pourront accéder aux données de l'ENS du citoyen que sur consentement de ce dernier. Hein, donc, il va devoir
consentir à cet accès, et ça ne pourra se faire que pour des applications ou des services qui sont en lien avec la prévention, le diagnostic, en gros la prise en charge effective de la personne. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, et c'est la diapo suivante, des arrêtés que j'évoquais, hein, qui sont en cours de préparation et qui sont à paraître. Donc, il y a 3 arrêtés sur lesquels on est en train de travailler. Le premier qui fixe la composition d'une commission de référencement, hein, donc c'est une commission qui sera chargée de donner un avis au ministre et qui sera chargée finalement de se prononcer à l'issue de l'instruction de la demande de référencement au catalogue présentée par un éditeur pour un outil désigné. Donc cette commission elle est évidemment importante et donc l'arrêté va définir à la fois sa composition et aussi les modalités de son fonctionnement. Un second arrêté est en cours de préparation qui, lui, va définir les critères de référencement que l'éditeur qui est candidat donc à faire référencer son outil dans le catalogue de Mon Espace Santé devra remplir. Donc ces critères sont des critères à la fois techniques, sont des critères qui relèvent aussi de l'éthique, et des critères RGPD bien sûr, et donc des critères relevant de la sécurité, on va dire ça comme ça. Et bien évidemment, dans les critères que j'appelle techniques, il y a tout ce qui concerne la conformité à la doctrine technique du numérique en santé et plus généralement au référentiel, notamment d'interopérabilité. Et aussi, bien sûr, avec des éléments de sécurité importants. Donc, ces critères, ils ont d'ailleurs été mis en concertation publique au cours de l'été. Et donc là, on est en train de rassembler les retours de cette concertation qui ont pu déjà être faits. Un troisième arrêté, lui, donc là, j'ai évoqué les critères de référencement. Donc là, on parle de référencement initial, c'est-à-dire l'éditeur souhaite que son outil soit inscrit au catalogue et donc à ce titre-là, son outil va faire l'objet d'une évaluation qu'on appelle l'évaluation initiale. Mais un autre arrêté va définir aussi la procédure applicable à ce qu'on appelle l'évaluation continue, c'est-à-dire une fois que l'outil ou le service numérique sera effectivement référencé dans le catalogue de Mon Espace Santé, eh bien, il y a un certain nombre de procédures de contrôle et d'audit qui pourront être faits et qui seront faits pour vérifier que tout au long de la vie du référencement, pendant tout le temps où l'application est référencée dans Mon Espace Santé, eh bien, elle est bien conforme et elle respecte bien dans le temps les critères et la réglementation applicable, tout simplement. Voilà pour les 3 arrêtés qui sont dans les tuyaux, on va dire ça comme ça. Du coup, slide suivante. Je reviens aussi un petit instant sur la réglementation propre au dossier médical partagé. Je vous ai rappelé que le dossier médical partagé était inclus dans l'espace numérique de santé, dans Mon Espace Santé, mais il a quand même toujours un encadrement juridique qui lui est propre et qui reste d'ailleurs dans la même section du Code de la santé publique. Et donc le même jour, hein, et on a examiné pour le coup ces dossiers, ces 2 décrets ont été examinés en même temps à la fois par la CNIL et par le Conseil d'État. Hein. Donc on a mis à jour les dispositions réglementaires du DMP, donc par un décret qui est aussi du 4 août 2021. Donc évidemment, ce décret il est venu tirer les enseignements de la loi OTSS, qui a donc imbriqué, on va dire, Mon Espace Santé et le DMP.
Et notamment, évidemment, le principal point étant, comme je l'évoquais en introduction, le passage en opt-out, comme on appelle, du DMP, qui du coup n'est plus ouvert sur consentement du patient, mais qui est ouvert sauf opposition du patient. S'agissant des règles de fonctionnement du DMP, elles n'ont pas vraiment changé, elles ont été légèrement toilettées. On a gardé tous les principes existants et il y a simplement une possibilité qui est ouverte désormais, en tout cas dans les dispositions réglementaires du code, pour un accès au DMP par les personnes morales. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur mon espace santé. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, on les verra juste après. Je vais simplement poursuivre un tout petit peu avec la slide suivante pour vous parler de l'identité nationale de santé. Et ensuite, on passera aux premières questions-réponses si ça vous va. Donc, l'identité nationale de santé, donc INS. Alors, juridiquement, dans les textes, on parle d'identifiant national de santé, mais de manière, je dirais, pour être plus clair, dans toute la communication qu'on fait, y compris dans le référentiel qu'on a adopté, on a préféré opter pour un vocabulaire légèrement différent, qui est celui d'identité nationale de santé. Parce que l'INS, ce n'est pas seulement un matricule ou un identifiant ou un numéro, c'est bien une identité, hein, c'est bien un matricule et des traits d'identité, et c'est bien ce qui fait que on est certain de l'identité du patient et qu'on peut du coup et qu'on doit référencer les données de santé, les données administratives en lien avec la prise en charge du patient avec cette identité nationale de santé. Donc, l'utilisation et le recours et le référencement des données de santé à partir de l'identité nationale de santé est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Cette opération qui consiste à référencer ces données de santé avec l'INS est réglementée par les dispositions du code, les articles R 1111-8-1 et suivants, et l'opération se fait par un appel un téléservice proposé par la CNAM et le ministère, et selon une réglementation, selon des règles qui sont fixées dans le référentiel INS. Donc, une première version de ce référentiel INS avait été publiée à la fin de l'année 2019, et on a fait une mise à jour cette année, une mise à jour assez importante, qui est parue en juin 2021, qui toilette le référentiel pour permettre notamment de tenir compte des remontées terrain, des remontées des industriels notamment, mais pas que, pour permettre l'appel de ce téléservice par certificat serveur. C'est la principale modification qu'on a introduite dans ce référentiel. Et on a également embarqué, on va dire, dans le référentiel, 2 annexes qui du coup sont rendues opposables au même titre que le référentiel, qui sont d'abord un guide d'implémentation qu'on a élaboré en collaboration avec l'ANS pour les éditeurs de logiciels, pour leur permettre de les guider dans la manière d'intégrer l'INS et d'intégrer aussi du coup le respect du référentiel dans leurs outils, qui ensuite sont commercialisés auprès des professionnels qui référencent l'INS. Et puis, un deuxième document annexe, qui est un référentiel national d'identité-vigilance, qui est décliné par type d'organisme et qui fait des préconisations et fixe des règles à respecter en matière d'identité-vigilance, parce qu'il est bien évident que c'est un prérequis indispensable lorsqu'on veut référencer les données de santé avec l'identité nationale de santé. Il faut au préalable être sûr
qu'on a bien la bonne identité et le bon patient. Donc ça, c'est un point aussi qui a donné lieu à énormément de discussions, de concertations pour aboutir à des règles communes. Et donc, il y a un très gros travail qui a été fait en collaboration, notamment avec des référents identité-vigilance régionaux qui ont été vraiment très actifs sur le sujet. Voilà ce que je pouvais vous dire dans les grandes lignes sur à la fois mon espace santé et sur l'identité nationale de santé. On peut peut-être prendre quelques questions, réponses, si ça vous va à ce stade. S'il y a des questions, j'en vois une. Oui, alors on a déjà pas mal de petites questions. Alors je te les lis, Émilie. Bonjour, quels critères une application doit respecter pour être référençable et référencée dans l'espace? Quels sont les critères? La question, c'est quels sont les critères? Oui, quels critères une application doit respecter pour être référençable et référencée dans l'espace? Alors, il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères. En fait, il y a une grille qui a été du coup rendue publique et mise en concertation dans le courant de l'été, là. Donc, en fait, il y en a beaucoup. Hein. En gros, on va dire, il s'agit de respecter un certain nombre de critères qui sont fixés dans la doctrine technique du numérique en santé. Tous les critères qui relèvent de l'interopérabilité assez classique. Donc, HDS, donc être conforme à l'hébergement de données de santé, INS évidemment, référencer l'INS, et puis ensuite beaucoup de critères d'interop à proprement parler. Donc ça c'est pour la première grande famille de critères. Après on a des critères en termes de sécurité, donc là des exigences techniques, l'outil doit présenter un certain nombre de garanties en termes de sécurité dans sa façon d'être conçu, dans le fait qu'il y a des audits de code qui ont pu être faits, etc. Ensuite, il y a des critères qui permettent de s'assurer que l'outil respecte bien le RGPD. Donc là, il y a un certain nombre de critères aussi qui sont très qui viennent juste vérifier en fait que l'organisme respecte le RGPD. S'il veut échanger des données, par exemple, avec mon espace santé, il va devoir produire une analyse d'impact sur la protection des données. Voilà. Et ensuite, il y a des critères qui tiennent davantage à ce qu'on appelle, nous, l'éthique, la qualité du contenu et des éléments en lien avec la fracture numérique. Donc là, ce sont des critères, on va dire, qui relèvent davantage de en termes d'éthique, du coup, comment l'application, on va dire, explique ce qu'elle fait ou l'objectif aux patients. En termes de fracture numérique, ça va être des critères sur l'accessibilité, par exemple. Donc, voilà, je ne peux pas les lister tous là parce qu'il faudrait un atelier dédié, hein, quasiment. Mais ils ont été mis en concertation publique, donc ils sont disponibles. Alors, je crois que la concertation est terminée depuis une dizaine de jours, en revanche. Mais de toute façon, ils seront rendus publics par l'arrêté qu'on est en train de préparer. Hein. Donc, de toute façon, ils seront rendus publics et normalement, le calendrier est assez serré. Hein. On vise évidemment de pouvoir les rendre publics et publier l'arrêté, idéalement d'ici la fin de l'année, avant la fin de l'année 2020. Alors, on a une autre question. Bonjour, sera-t-il possible d'aborder les questions récurrentes des EHPAD concernant le cadre juridique pour les tutelles, curatelles, personnes de confiance pour mon espace santé? Alors, pour les personnes de confiance, alors aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas d'accès. Enfin, je ne sais pas si c'est ça la question, hein, mais il n'y a pas d'accès possible à mon espace santé pour un tiers, en fait, pour une personne de confiance, on va dire. Aujourd'hui, juridiquement, ça n'a pas été prévu et il faudrait une modification de la loi pour le faire. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Alors, du coup, on continue. Je ne sais pas si ça a pu répondre à la question. Bonjour, d'un point de vue juridique, ne faut-il pas demander, en plus de la possibilité de s'opposer à la création du mon espace santé, le consentement du patient pour l'utilisation et le traitement de ses données de santé? Alors non, le consentement à l'utilisation et au traitement des données de santé, c'est un des fondements prévus par le RGPD en termes de licéité du traitement. Mais nous, dans le cadre de mon espace santé, on n'utilise pas ce fondement-là. On est sur un fondement qui est basé sur l'intérêt public. Il y a un intérêt public important pour la bonne prise en charge du patient à ce que ces données puissent être traitées. Donc la base juridique du traitement, pour le coup, et la base de licéité du traitement, c'est l'intérêt public. Et c'est aussi l'intérêt public, la base juridique qui permet de s'exonérer du recueil du consentement du patient pour le traitement de ses données de santé. Alors, une autre question. La CNIL a-t-elle avancé sur l'accès au DMP avec un certificat ETS? Idem pour l'INS. Je crois que c'est bon, mais je n'ai pas vu de déclaration officielle. Alors, pour l'utilisation d'un certificat établissement sur l'INS, donc le référentiel dont je parlais, qui a été publié en juin 2021, qui ouvre la possibilité d'appeler le téléservice par un certificat établissement, il a été pris après avis de la CNIL. Donc là-dessus, c'est OK, la CNIL a donné son feu vert. Sur l'accès au DMP, alors la CNIL s'est prononcée bien sûr sur les décrets, hein, les deux décrets que j'évoquais, à savoir le décret relatif à mon espace santé et le décret relatif au DMP, le décret qui fixe la possibilité qui ouvre la possibilité juridique sur les modalités pratiques et techniques. On n'a pas encore échangé avec eux, mais enfin, on n'attend pas spécialement un aval de la CNIL. Hein. On n'est pas dans un régime d'autorisation de la CNIL. En revanche, bien sûr, on reboucle avec eux pour que cet accès-là puisse se faire dans des conditions qui soient évidemment sécurisées et qui garantissent la confidentialité des données et qui soient conformes au RGPD. Donc ça, on a des échanges et des réunions de toute façon très régulières avec la CNIL sur ces sujets-là. Mais donc pour l'instant, sur l'accès au DMP, par un certificat établissement, ça c'est encore en cours d'instruction sur les modalités pratiques, on va dire. Mais c'est pas tant avec la CNIL, enfin si aussi, mais c'est surtout pour trouver la solution la plus sécurisée et la plus fiable. Alors, on continue la petite session de questions-réponses. INS, quid d'un LPS qui respecte certaines conditions du guide d'implémentation du RNIV, mais pas toutes. Ceci par rapport à des conditions non compatibles par rapport à l'architecture actuelle du LPS ou au mode de fonctionnement des PS. Je ne sais pas si... Alors, normalement, il faut respecter toutes les conditions. Puisque le référentiel INS, il est opposable et il comporte les deux annexes que sont le guide d'implémentation et leur NIV. Donc, théoriquement, il faut les respecter toutes. Sinon, potentiellement, c'est la CNIL en fait, qui peut trouver y redire lors d'un contrôle, par exemple. Après, je ne suis pas sûre de bien comprendre les conditions de non compatibles par rapport à l'architecture. Ça, je ne sais pas. Bonjour, comment utiliser l'INS en tant que fournisseur de logiciels SaaS? Il est demandé d'être établissement de santé pour accéder à l'INS. Alors, oui et non. Oui, c'est vrai que ce sont les établissements de santé ou les professionnels de santé ou les professionnels qui, ou du médico-social d'ailleurs, hein, mais qui en tout cas participent à la prise en charge. C'est sur eux que pèse l'obligation d'utiliser l'INS. En revanche, bien sûr, ils peuvent faire appel à un sous-traitant qui peut, du coup, sous certaines conditions et selon des modalités qu'il faut encadrer juridiquement, bien sûr, ce sous-traitant peut appeler l'INS pour son compte. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels, et c'est d'ailleurs
prévue par le référentiel INS tel qu'il est opposable dans l'arrêté de juin 2021. Un utilisateur ne pourra donc pas invoquer son droit à l'oubli sur son espace santé. Son droit à l'oubli. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Si, c'est-à-dire que, alors, je vais peut-être réexpliquer en quelques mots et ça répondra peut-être à la question. En fait, au moment de la généralisation de mon espace santé, début 2022, des courriers et des mails vont être adressés aux personnes pour leur dire, sauf opposition de votre part, on va vous ouvrir un espace de santé dans lequel il y aura votre DMP. Si vous ne souhaitez pas, vous pouvez vous opposer et du coup il ne sera pas ouvert. Et si jamais la personne ne se manifeste pas, bon, son espace santé, son DMP sera ouvert, c'est-à-dire si elle n'exerce pas son droit d'opposition, il sera ouvert. En revanche, à tout moment, la personne peut décider de le clôturer, hein, bien sûr. Donc ça reste une possibilité. Donc, si, dans une certaine mesure, il y a bien un droit à l'oubli. Alors, sous réserve des règles de conservation des données qui auraient pu, entre-temps, être enregistrées dedans, puisqu'en fait, il y a une conservation pendant 10 ans et il y a destruction à l'issue. Alors, on prend une dernière question, si tu veux, Émilie. Est-ce qu'on peut échanger les données de santé entre plateformes de télémédecine et une assurance pour leurs adhérents dans le cadre d'un contrat cadre avec l'employeur et l'accord explicite du patient interviendra plus tard à la première utilisation de la téléconsultation, par exemple? Alors, là, je crains que la question soit trop pointue et trop précise pour que je puisse la traiter là, comme ça, de but en blanc. Hein. Donc, je ne me lancerai pas dans une réponse. Là, c'est une consultation juridique spécifique, là. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre. Je suis désolée. Est-ce que tu veux continuer, Émilie, ta présentation et on refait une session de questions-réponses ou tu préfères qu'il nous reste encore 2 questions? Est-ce que tu veux qu'on les prenne? On peut essayer de les prendre. Ouais, d'accord, ça marche. Alors, donc, une autre question. Bonjour, un éditeur de logiciels de santé, donc sous-traitant pour le compte du responsable de traitement, ne peut pas appeler l'INS. Il ne peut faire qu'à la demande du responsable du traitement? Oui, mais il peut l'appeler à la demande du responsable de traitement. En tant que sous-traitant, il va justement faire l'appel au téléservice pour le compte du responsable du référencement, en fait. Ça, juridiquement, c'est possible, encore une fois, mais il faut qu'il y ait un encadrement spécifique qui le prévoit, et notamment une convention de sous-traitance entre le responsable du référencement, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire l'établissement de soins, par exemple, et le sous-traitant. Et ensuite, c'est une autre question. Merci, mais il faut faire une demande pour chaque établissement ou chaque professionnel libéral. Beaucoup de demandes à gérer. Pas de solution plus globale? On y réfléchit. On y réfléchit à trouver des solutions plus globales. C'est un point qu'on a dans le scope, oui. Bien voilà, on a terminé les questions. Donc, on peut reprendre la présentation. Ok. Alors, donc j'attaque avec un morceau important de l'actualité juridique pour le coup, pardon, qui concerne l'identification électronique. L'identification électronique, on va dire, des utilisateurs de services numériques en santé, donc c'est assez large. Ça concerne aussi bien les patients, bien sûr, enfin, les personnes, les particuliers, que l'ensemble des professionnels qui interviennent dans les services numériques en santé, et ça concerne également l'assurance maladie à certains égards. Donc, on a pris une ordonnance
qui est paru le 12 mai, donc qui date, pardon, du 12 mai 2021, et qui résulte en fait d'une disposition de la loi OTSS qui habilitait le gouvernement à légiférer par ordonnance sur ce sujet assez technique et complexe qu'est l'identification électronique. Donc cette ordonnance a été soumise à l'avis de la CNIL et donc elle fixe un certain nombre de règles et renvoie à des textes d'application. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est qu'elle a renuméroté certains articles du code, donc les uns et les autres, selon votre niveau d'expertise sur le sujet, vous aviez peut-être en tête les articles L1110-4 ancien, -4-1 pardon, et -4-2 du code, et en fait ils ont été renumérotés et il y a une nouvelle section qui a été créée dans le code et qui comporte donc désormais les articles 1470-1 à 1470-6 donc c'est une section consacrée aux services numériques en santé, donc ça donne un peu plus de clarté dans le code à cette dimension-là. Donc ça, je trouve que c'est plutôt très positif. Et donc, elle embarque cette section les référentiels d'interopérabilité de l'Agence du numérique en santé. Voilà, donc ça, c'est quand même un point important. Donc, je ferme la parenthèse et je reviens sur l'ordonnance qui, du coup, est venue d'abord rappeler ce qu'est un service numérique en santé et qui renvoie un certain nombre de textes d'application, finalement, sur plusieurs thématiques importantes, et notamment sur les modalités d'identification électronique, donc à la fois des patients et des professionnels, et également sur les répertoires sectoriels qui sont indispensables pour permettre une identification électronique correcte. Alors, sur le premier sujet et sur les moyens d'identification électronique qui sont prévus, on a plusieurs arrêtés qui sont en préparation. Alors, on a un premier paquet d'arrêtés qui, en fait, vont se traduire vraisemblablement par 3 arrêtés qui concernent 3 référentiels préparés par l'ANS qui sont en lien avec la PGSSIS et qui précisent les niveaux de garantie minimale exigés pour l'identification électronique, d'une part des patients, premier arrêté, et d'autre part des professionnels, personnes physiques, personnes morales. Ça, c'est les 2 autres. Donc, ça fait, là, il est intitulé arrêté 1 dans la diapo, mais en fait, c'est un package de 3. Donc, ces 3 référentiels ont été mis en concertation, sont toujours en concertation, et font l'objet de pas mal de discussions en ce moment, pilotées par l'ANS notamment. Et on espère pouvoir atterrir sur une publication d'ici la fin de l'année, voilà, si on y arrive. Donc ça, c'est le premier package. Deuxième arrêté, lui, concerne les moyens d'identification électronique pour les personnes morales, hein, à savoir les certificats du coup établissement IGC Santé délivrés par l'ANS. Donc celui-là, il est en cours de finalisation. Il a été notifié à la Commission européenne, donc il a été un peu relayé dans la presse d'ailleurs, et on attend la fin du statu quo pour pouvoir le rendre opposable par arrêté. Le troisième arrêté qui, lui, est en cours là, de finalisation et n'a pas encore été notifié à la Commission européenne, mais il devrait l'être prochainement, concerne le descriptif du moyen d'identification électronique qui est la ICPS et du fédérateur ProSanté Connect. Donc celui-là, on devrait avancer aussi assez rapidement. Et là encore, on est dans la seringue de la fin de l'année si on arrive à tenir l'échéance. Alors,
Diapo suivante. L'annonce, si tu veux bien. Merci beaucoup. Et donc là, ce sont les 2 derniers arrêtés, mais qui sont très importants évidemment, qui sont relatifs au répertoire sectoriel de référence, donc pour l'identification électronique. Donc en fait, on embarque et on a remonté, on va dire, l'existence notamment du RPPS, d'une part pour les personnes physiques, les professionnels personnes physiques, et du FINES, d'autre part pour les professionnels personnes morales. Donc ils ont désormais un principe d'existence au niveau donc de la loi, hein, puisque ils sont prévus dans l'ordonnance. Et donc l'ordonnance renvoie à 2 arrêtés de soins de et bien finalement les toiletter d'abord pour les élargir surtout le RPPS, qui va du coup permettre à d'autres professions qu'actuellement de s'enrôler et de pouvoir disposer d'un moyen d'identification électronique. L'évolution la plus importante, elle concerne le RPPS, hein, qu'on appellera du coup RPPS+. Donc il y avait eu une expérimentation d'ailleurs qui est toujours en cours, hein, d'un début d'élargissement du RPPS. Et du coup, là, il s'agit, avec ce nouvel arrêté, de pérenniser, entre guillemets, cette expérimentation pour pouvoir enrôler dans le RPPS toute une série de professionnels, notamment du secteur médico-social, qui n'y figuraient pas jusqu'alors. Et quant au FINES, il va être aussi un peu retoiletté, mais je dirais que là, le changement est moins important. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ces 2 textes-là sont également en discussion, en cours d'échange, en cours d'élaboration, et on espère pouvoir les prendre vraisemblablement début 2022. Voilà, on travaille d'arrache-pied sur leur rédaction. Voilà. Le dernier texte qui est directement issu de l'ordonnance d'identification électronique, donc c'est un décret en Conseil d'État qui va embarquer d'une part la généralisation de l'APCV, donc qui actuellement est en phase d'expérimentation et a fait l'objet déjà de plusieurs décrets, mais qui sont sur des expérimentations. Donc là, il s'agira de prévoir la généralisation et également de la CPX, donc de la carte professionnelle physique cette fois, puisque c'était jusqu'à aujourd'hui réglementé par des textes un peu anciens, un peu obsolètes. Et donc là, il s'agit de retoiletter aussi ces éléments-là. Donc ce décret en Conseil d'État, il est attendu normalement pour le premier trimestre 2022. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie identification électronique. Je ne sais pas du coup s'il y a des questions sur cette partie-là. Alors, il y a juste une question, là, pour le moment. Pour les plateformes des industriels ayant une offre SaaS, il était question de les rajouter dans FINES+, de manière à ce qu'ils n'aient pas à gérer des milliers de certificats. Cela a-t-il avancé ? J'en ai entendu parler, mais je sais pas, je crois pas. Enfin, pour le moment, en tout cas, mais je note le point. Je note le point. Sur FINES, de toute façon, les discussions, enfin, je dirais que les travaux démarrent, hein, donc il y a encore, il y a encore pas mal de marge de discussion, mais je note le point. Alors, bonjour. Comment identifier les secrétaires exerçant dans des cabinets libéraux ? Elles n'ont pas de CPX. Ben justement, à terme, elles seront ou elles pourront être enregistrées dans le RPPS+, et notamment pouvoir ainsi avoir, en tout cas, une ICPS, et donc un moyen d'identification électronique. Alors, est-ce qu'elles auront une carte physique ? Ça, là, je
ne peux pas répondre à cette question-là, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir les enrôler dans le RPPS+, pour qu'elles puissent avoir un moyen d'identification électronique. Donc, plutôt une ICPS en l'état. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Au moment, on n'avait pas d'autres questions. Bah, du coup, je propose qu'on poursuive. On poursuit. Si Ça jamais marche. il peut y avoir un repentir, hein, si jamais il y a des questions qui reviennent sur ces sujets à la fin, on les prendra aussi. On les reprendra, bien sûr. Pas de problème. Alors, je passe à la partie qui est un peu plus diverse, on va dire, avec un certain nombre de textes, mais il me semblait important quand même d'y revenir, ne serait-ce que rapidement. Donc, évidemment, important de parler du Ségur et du volet numérique du Ségur, mais j'imagine que les uns et les autres, vous avez peut-être participé à d'autres parties, à d'autres webinaires de CJNI, et vous savez déjà tout peut-être sur le Ségur. Moi, je reviens juste sur la partie purement juridique. Donc, il y a 7 arrêtés qui ont été publiés le 13 août et qui lance, on va dire, le référencement, ce qu'on appelle l'appel à financement Ségur, avec 2 arrêtés pour la partie biologie médicale, un arrêté médecine de ville, 3 arrêtés pour les ES, établissements de soins, et un arrêté pour la radiologie. Donc, ces arrêtés fixent les cahiers des charges que les éditeurs doivent respecter pour pouvoir se faire référencer et bénéficier de financement. Donc voilà, ça c'était un événement important de l'été, pour nous en tout cas. Ensuite, autre sujet que je voulais voir avec vous, du coup, diapo suivante, Manon, s'il te plaît. Ça concerne l'échange et le partage des données au sein de l'Union européenne via le DMP. Donc ça, c'est un sujet qui résulte aussi d'une disposition de la loi OTSS. Et donc, on a un décret qui est finalement paru. Il a mis un certain temps à apparaître, donc le 8 juillet 2021, et qui concerne la possibilité pour un professionnel de santé situé dans un pays membre de l'Union européenne d'obtenir communication du volet de synthèse médicale d'un patient français qui verra en consultation dans ce pays de l'Union européenne, dans une langue, donc traduit dans la langue du professionnel, pour permettre et faciliter la prise en charge. Donc, ce mécanisme est enfin prévu et couvert par les textes, et ça devrait permettre du coup une meilleure prise en charge et une meilleure collaboration, une meilleure prise en charge au sein de l'Union européenne d'un patient français qui voyage. Donc c'est une garantie importante. Et le décret fixe le mode de fonctionnement de ce mécanisme-là qui passe par l'Agence du numérique en santé qui a été désignée comme point de contact national en e-santé. Et qui met en œuvre une plateforme, une sorte de plateforme qui fait l'intermédiaire entre la CNAM, donc qui détient le DMP du patient français, et les autres points de contact nationaux, donc auxquels le professionnel de santé va demander accès, on va dire, et communication du volet de synthèse médicale. Donc voilà pour ce sujet-là. Diapo suivante. Manon, merci. Alors, là, pour le coup, c'est un peu une revue de tout ce qui résulte de 2 dispositions législatives importantes qui sont survenues depuis l'année dernière. D'abord, la loi qu'on appelle ASAP, Accélération Simplification de l'action publique, du 7 décembre 2020, qui a embarqué pas mal de modifications législatives relatives au DMP, à l'INS et au dossier pharmaceutique. Donc, il y a un certain nombre de textes d'application qui doivent être pris. Donc, d'abord, concernant le dossier pharmaceutique, donc lui aussi passe en opt-out à compter du 1er janvier 2022, alors qu'il était en opt-in. Du coup, il y a un retoilettage
des textes relatifs au dossier pharmaceutique qui est en cours. On a ensuite la loi ASAP a embarqué, on va dire, un toilettage des dispositions législatives propres au DMP pour on va dire, achever ou parachever l'idée d'embarquer le DMP dans mon espace santé. Donc ça, c'est évidemment des dispositions dont on a tenu compte dans les décrets qui sont parus au mois d'août. La loi ASAP a également renforcé l'obligation qui existait déjà pour les professionnels de santé d'alimenter le DMP. Elle l'a renforcée, elle l'a précisé surtout, puisque désormais, donc c'est l'article L 1111-15 du Code de la santé publique qui prévoit que l'ensemble des documents et des actes nécessaires à la coordination des soins pour faire court du patient doivent être versés au DMP, et cet article désormais renvoie à un arrêté le soin de lister ces documents, parce que finalement c'était pas forcément toujours très clair de savoir quels étaient les documents dont on considère qu'ils concourent à la coordination des soins. Donc là, il y a un arrêté qui va lister ces documents, et la loi ASAP est venue renforcer un petit peu cette obligation, puisque c'est non plus seulement d'alimenter le DMP, mais c'est aussi d'envoyer ces documents par messagerie sécurisée aux patients, d'une part, et aux professionnels, on va dire, concernés ou intéressés, ou qui ont à intervenir dans la prise en charge. Donc ça, c'est une modification importante. Et là, il y a un arrêté, du coup, qui doit lister ces documents, qui est en cours de préparation, qu'on est en train de préparer, qui doit être pris assez rapidement, là aussi avant la fin de l'année. La loi ASAP a également autorisé, on va dire, les services de santé au travail à utiliser l'INS. Hein. Donc, il y a une modification des textes propres à l'identité nationale de santé pour embarquer les services de santé au travail. Donc, c'est une bonne transition avec la loi plus récente relative visant à renforcer la prévention en santé au travail, qui est parue en août. Et qui, elle, autorise désormais les professionnels de santé des services de santé au travail, donc les médecins du travail ou infirmiers du travail, à accéder au DMP, pas seulement en écriture, mais aussi en lecture. Donc ça, c'est un changement important de philosophie. Jusqu'à présent, pendant longtemps, ils n'ont pas du tout eu accès, et il ne leur avait été ouvert qu'un accès en écriture. Et là, donc, c'est vraiment un full access, quoi, on va dire, qui est permis, sous réserve quand même du consentement du salarié. Et également, cette loi leur ouvre la possibilité d'utiliser des outils de télésanté selon des conditions. Donc, toutes ces conditions-là, évidemment, doivent être définies par décret. Et donc, il est probable qu'on devra modifier le décret DMP, même s'il a déjà été modifié en août. Il va falloir certainement qu'on le complète et qu'on le toilette pour intégrer ces nouveaux acteurs. Voilà pour les éléments principaux que j'avais à vous dire sur ces divers sujets-là, un peu fourre-tout. Je m'en excuse, mais ça me paraissait quand même important de les passer en revue, ne serait-ce que rapidement. Alors, on a quelques questions là dans le chat, Émilie. Il est question d'une e-prescription européenne. Y a-t-il des précisions ? Alors, je ne peux pas vous apporter de précision sur ce sujet à ce stade. J'ai pas les éléments pour pouvoir vous répondre. Je sais qu'il y a des travaux en cours, mais j'ai pas les éléments à jour pour pouvoir vous répondre. Je suis désolée. Alors, comment cette obligation pour les professionnels de santé d'alimenter le DMP va-t-il juridiquement s'appliquer ? Alors, elle s'applique déjà. Hein. L'obligation d'alimenter le DMP, elle était déjà prévue par l'article L 1111-15 du Code de la santé publique. Donc, elle s'applique aujourd'hui comme elle s'appliquait hier.
Alors, une autre question, si un professionnel de santé ou un établissement de santé ne peut déposer un document dans un DMP parce que son LPS n'aurait pas encore été mis en conformité par l'éditeur, qui sera responsable de quoi et qui sera contrôlé, voire sanctionné? Alors, ces obligations d'alimenter le DMP, et notamment l'arrêté qu'on est en train de préparer, qui va lister les documents dont il est obligatoire qu'ils soient alimentés dans le DMP, on les élabore en lien avec le Ségur. Hein. Le volet numérique du Ségur prévoit justement des financements pour les éditeurs qui vont devoir mettre à niveau leurs outils et leurs logiciels. Et donc, c'est évidemment parfaitement en lien, et c'est dans cet esprit de logique-là, si vous voulez, que on se dit, voilà, on fait monter en gamme, on va dire, et les fonctionnalités offertes par ces logiciels sont améliorées, de telle sorte que ces logiciels vont permettre l'alimentation du DMP, et c'est à ce moment-là qu'on va dire, eh ben, du coup, une fois que les logiciels auront permettront techniquement la possibilité de le faire, eh ben, on le rendra obligatoire. Donc l'arrêté va sûrement prévoir des dates d'entrée en vigueur des obligations document par document qui seront un peu différées. Donc ça, c'est un point important. La volonté, c'est vraiment, pour le coup, la volonté de la DNS sur ce sujet, c'est d'être pragmatique et justement de suivre les usages et de faire en sorte que l'obligation entre en vigueur à un moment où techniquement c'est possible et c'est faisable. Et à partir de ce moment-là, eh ben, du coup, où c'est techniquement faisable, eh bien, l'obligation va s'imposer. Après, sur les contrôles ou les sanctions, il n'y a pas de sanctions à proprement parler. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'incitation, on va dire, financière notamment, hein, puisqu'il y a des financements pour que les logiciels montent en niveau. Sur la partie sanctions, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, il y aura des sanctions. Là, je n'appartient pas de me prononcer sur ce point. Alors, il nous reste encore 400 minutes pour répondre aux dernières questions. Est-ce que le patient européen qui échange son dossier médical avec une plateforme de télémédecine hors territoire européen est soumis à la RGPD dans le cadre de séjours longue durée dans un pays étranger? Ouh là là, voilà une question bien pointue également. Alors, plateforme de télémédecine hors territoire européen. De toute façon, le transfert de données hors de l'Union européenne est encadré par le RGPD et doit se faire dans des conditions qui sont conformes au RGPD. Donc, j'ai envie de dire que de toute façon, oui. Mais après, tout dépend si le patient le fait de sa propre initiative, cet échange, ou si ça passe par l'établissement français, par exemple, qui le prend en charge. C'est ça que je ne suis pas certaine de bien comprendre. Je ne suis pas certaine de tout comprendre à la question posée, pour tout dire. En tout cas, si je peux reformuler de manière simple, s'il y a un transfert de données de santé par un professionnel qui prend en charge un patient en France vers un pays situé hors de l'Union européenne, ce transfert ne peut se faire que dans le cadre fixé par le RGPD, qui prévoit que quand on transfère les données hors UE, donc c'est-à-dire hors du cadre protecteur, on va dire, offert par le RGPD, il faut qu'il y ait contractuellement des mesures qui viennent compenser ce vide, on va dire, et s'assurer que le pays étranger apporte des garanties qui sont équivalentes, on va dire, à celles données par le RGPD en termes de protection des données. Alors, il est 11h15, on va normalement terminer. Tous les documents qui rentrent dans la coordination des soins du patient devront alimenter le DMP par tous les professionnels de santé et devront être communiqués par messagerie sécurisée aux patients et aux médecins traitants. Si oui, par qui? Par celui qui les produit. Et ce n'est pas forcément tous les documents.
Jusqu'à présent, la loi, l'article L 1115 était très général et disait ça, en fait. Tous les documents nécessaires à la coordination doivent alimenter le DMP. Et avec la précision apportée par la loi ASAP, on est venu dire, il y aura un arrêté qui va lister les documents en question. Et cet arrêté, il pourra évoluer dans le temps. On va prendre par exemple un premier arrêté là, bientôt, avec une première liste de documents. Et puis peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, d'autres arrêtés avec d'autres documents qui viendront compléter. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette obligation, elle pèse sur le professionnel qui édite, qui génère le document. Voilà. Bien, on va prendre une dernière question pour terminer cette session. Lorsqu'on est aidant de personnes âgées qui n'ont ni smartphone ni accès à Internet et qui sont encore à domicile, comment peut-on agir à leur place vis-à-vis de ces outils numériques tout en respectant juridiquement le droit et leurs droits? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il y a entre guillemets un trou dans la raquette aujourd'hui concernant mon espace santé par exemple, c'est que en fait la loi n'a pas prévu aujourd'hui de déléguer l'accès à mon espace santé à une tierce personne, à un proche, à un aidant, voilà, quelqu'un qui n'a pas un statut de professionnel. Il y a un accès délégué qui est prévu pour les professionnels de santé, professionnels du médico-social, les professionnels qui prennent en charge la personne et qui pourraient ne pas avoir accès par ailleurs au DMP, mais il n'y a pas d'accès délégué à un proche aidant. C'est un trou dans la raquette qu'on a identifié depuis pas mal de temps, qu'on n'a pas encore pu combler parce que il faut un véhicule législatif et que c'est pas forcément facile à trouver, surtout par les temps qui courent. Donc aujourd'hui, juridiquement, on a un obstacle à ça, mais nous, on est hyper convaincus que c'est nécessaire. Donc malheureusement, aujourd'hui, pour une personne âgée, en pratique, ce qui risque de se passer, c'est que du coup, les dents utilisent les logins mots de passe de la personne pour se connecter, ce qui n'est pas une manière évidemment très satisfaisante. Nous, on aurait préféré de permettre une vraie délégation d'accès, mais pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas possible. Nous avons un petit peu dépassé l'horaire pour cette session. Je ne sais pas si tu voulais rajouter une conclusion, Émilie, sur... Non, simplement dire que je suis comme la dernière fois déjà impressionnée par la précision et la qualité des questions et l'intérêt porté par les gens qui suivent cette session aux questions juridiques. Donc voilà, je remercie tout le monde et puis n'hésitez pas à faire passer vos questions, vos remarques parce que on est preneurs et donc nous on essaie de construire les règles juridiques en s'appuyant sur le terrain. Et donc, c'est important d'avoir vos retours, d'avoir vos questions. Voilà, ça nous challenge et c'est essentiel pour nous. Voilà. Bien, merci à tous. Je vous ai mis un petit lien dans le chat pour donner votre avis sur la présentation qui vient de vous être faite. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée de webinaire JNI qui se suit. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.